Merci au comité qui est organisateur, qui nous a invités à venir vous présenter sur la maladie de Parkinson. Le titre est un peu différent. Il y a maladie de Parkinson ou nouvelle perspective. C'est que dans la correspondance que j'ai eue, il y a eu un peu de modification. Donc, j'ai essayé de faire une espèce de survol assez rapide de la maladie de Parkinson, peut-être en appuyant un peu plus sur les choses qui peuvent nous permettre de comprendre un peu plus d'où vient la maladie et puis les nouvelles avenues thérapeutiques là, qui se pointent pour l'avenir. Vous savez peut-être que l'année dernière, c'était le 200e anniversaire de la description de la maladie de Parkinson. On n'a aucune photo de James Parkinson qui a décrit la maladie, un Anglais, donc londonien. Donc, celui que vous voyez là, c'est André Lacoste qui a personnifié James Parkinson dans une soirée pour Québec Parkinson, qui a eu un grand succès. Et donc, vous voyez un peu de quoi il pourrait avoir l'air à peu près. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que Parkinson a décrit la maladie là, qui porte son nom avec l'observation de 6 personnes qui étaient atteintes de la maladie, dont seulement que 3 qu'il a vraiment examinées. Les autres, c'est des personnes qu'il a vues marcher sur la rue. Je ne pense pas que ça tiendrait ce qui est requis maintenant au point de vue scientifique pour publier quelque chose. Donc, il avait décrit la maladie avec donc, de la bradykinésie ou de la lenteur, des tremblements, de la rigidité et des troubles de la posture, un peu ce qu'on utilise encore comme critères principaux pour la maladie de Parkinson. Maladie, donc, c'est Charcot, en fait, là, disant une centaine d'années plus tard ou 50 ans plus tard, qui a donné le nom de Parkinson à cette maladie-là. Donc, lui, il appelait ça la paralysis agitans dans le temps de Parkinson. La maladie de Parkinson, on pense toujours que c'est assez facile, quelqu'un qui tremble, tout ça, qui a un peu de lenteur, mais puis on est quand même pas trop mal avec nos critères diagnostiques. Il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de marqueur paraclinique. On ne peut pas faire un scan chez quelqu'un pour faire le diagnostic de maladie de Parkinson. Il n'y a pas de prise de sang encore qui peuvent nous permettre de faire le diagnostic. Donc, c'est un diagnostic qui est clinique. Mais le diagnostic est à peu près précis à environ 90%. Donc, il y a environ sur 100 personnes qui sont diagnostiquées avec une maladie de Parkinson, environ 10 qui vont avoir des diagnostics différents. Et ceux qui sont les plus difficiles, là, c'est les atrophies multisystèmes et PSP, qui sont donc des formes de parkinsonisme idiopathique. Donc, encore une fois, on n'a aucun marqueur réel pour nous aider dans le diagnostic, mais c'est des fois certains signes, certains symptômes qui sont un peu différents, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir des fois poser le diagnostic d'une façon précise du vivant de la personne. Donc, la maladie de Parkinson, on pense toujours, encore une fois, au tremblement, à la rigidité et à la lenteur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie qui est quand même beaucoup plus complexe que ça, qui a certaines symptomatologies au point de vue cognitif. Il y a une certaine lenteur dans la cognition. Au point de vue psychiatrique, il y a des personnes qui peuvent présenter des problèmes de dépression, d'anxiété. Comme complications plutôt tardives, on peut avoir des hallucinations. Les problèmes de sommeil sont quelque chose de fréquent. Les troubles autonomiques, on va en retrouver aussi d'une façon moindre cependant que dans d'autres maladies, comme l'atrophie multisystème que j'ai nommée tout à l'heure. Mais juste comprendre quand même que c'est une maladie qui est beaucoup plus complexe que juste des manifestations motrices. Ce que vous voyez ici, c'est à votre gauche, ce sont des coupes de cerveau au niveau de la substance noire qui est à la toute base du cerveau. Et ce que vous voyez en haut, je ne sais pas si j'ai une petite souris, bravo. Donc, ce que vous voyez ici, ce qui est en noir, c'est vraiment la substance noire. Donc, ça, c'est chez le normal ici. Et vous voyez, chez quelqu'un qui avait la maladie de Parkinson, bien, la substance noire a disparu, ni plus ni moins. Donc, il y a eu une perte de ces cellules-là qui fabriquent la dopamine, qui est responsable donc de la symptomatologie dans la maladie. Ce que je veux vous montrer ici, je vais essayer de viser parce que moi, je ne le vois pas très bien, mais à peu près ici, vous devriez voir une espèce de cible. Donc, une espèce de structure avec un milieu un peu plus foncé et puis par l'eau. Est-ce que j'ai bien visé, Mme Sirois? Oui, merci. Donc, ça s'appelle un corps de Louis. Les corps de Louis sont les marqueurs pathologiques de la maladie. Donc, quand le pathologiste est capable de voir ça, ça signe une maladie de Parkinson.
Donc, Lewy, c'est un Berlinois là, dans les années 1910, donc 100 ans après la description de la maladie de Parkinson, qui, un peu dans la même mouvance que Alzheimer, a décrit le marqueur pathologique de la maladie de Parkinson. Donc, vous voyez encore, vous reconnaissez encore le type de structure que c'est. Je vous amène maintenant de 1910 à 1997. On découvre à ce moment-là, dans des familles qui sont dans le sud de l'Italie et en Grèce, des familles qui ont la maladie de Parkinson de parents à enfants, donc qui se passent la maladie de façon génétique. Et on est capable de lier ça à un gène qui est le gène de l'alpha-synucléine. Donc ça a été une découverte absolument capitale dans notre compréhension de la maladie. Ce qu'on a compris par la suite, donc l'alpha-synucléine, c'était une protéine, mais on ne savait pas trop à quoi ça servait. On n'en sait encore pas tant que ça, mais ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est la protéine qui est le composant principal des corps de Lewy que je vous ai montré. Et vous avez peut-être entendu qu'à un certain temps, on a fait des greffes cellulaires dans la maladie de Parkinson en termes de traitement en investigation. Donc, ce n'est pas des traitements qui ont très bien fonctionné et ça a été ni plus ni moins abandonné. Mais une chose qu'on a appris, c'est que quand on insère des cellules dans le cerveau de gens qui ont la maladie de Parkinson, ces cellules-là vont être contaminées, si vous voulez, par des corps de Lewy. Donc, on s'est dit, comment se fait-il que l'alpha-synucléine va rentrer dans des cellules qui ont été transplantées, donc ce ne sont pas des cellules avec le même bagage génétique, etc. Donc, il y avait une certaine incompréhension de ce côté-là. Et par des expériences, on comprend maintenant que l'alpha-synucléine peut se transmettre de proche en proche, de cellule en cellule, un peu à la forme de prions. Les prions, vous avez peut-être entendu parler des maladies comme la vache folle, le Creutzfeldt-Jakob. Donc, c'est un peu le même mécanisme, on croit, où l'alpha-synucléine anormale peut se transférer d'une cellule à l'autre et aller, si vous voulez, infecter les nouvelles cellules, causer des corps de Lewy et causer une dysfonction donc, de cette cellule-là. Il y avait des travaux qui avaient été faits même avant qu'on comprenne ceci, qui montraient que la maladie semble progresser au niveau de la base du cerveau et progressivement, si vous voulez, envahir l'encéphale au complet. Donc, encore une fois, une espèce d'évolution de proche en proche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est au stade où c'est seulement que le tronc cérébral qui est atteint, on a avant d'avoir même l'apparition des symptômes moteurs qui nous permettent de faire le diagnostic, on a des symptômes qu'on peut retracer chez les gens qui vont développer la maladie, des problèmes d'anosmie, donc les gens qui perdent de l'odorat, des problèmes de dépression ou au moins de dysthymie, donc dépression mineure, qui peut antédater le diagnostic de plusieurs années, des problèmes de constipation et des problèmes de RSBD, REM Sleep Behavior Disorder, des troubles du comportement dans le sommeil paradoxal. Donc ça, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est des gens qui vont vivre leurs rêves pendant leur sommeil, donc qui vont se battre. Et malheureusement, c'est le conjoint qui mange les coups en plein milieu de la nuit. Donc ça, c'est très fréquent. Au moins 50% des gens avec la maladie de Parkinson vont avoir ce genre de problème-là. Donc au fur et à mesure que la pathologie progresse, ici, on va commencer à avoir les problèmes moteurs et plus tard, on aura des complications qui seront plus tardives dans l'évolution de la maladie. Le gène de l'alpha-synucléine, on ne le retrouve pas chez la plupart des patients avec la maladie de Parkinson. En fait, c'est plutôt le contraire, c'est l'exception qui ont cette anomalie génétique. Il y a d'autres anomalies génétiques aussi qui ont été découvertes. On est rendu à près d'une vingtaine de gènes qui ont été associés avec la maladie de Parkinson, de près ou d'un peu plus loin. Le PARC2, là, qui est donc Parkin, est un autre gène important, surtout pour les patients qui sont plus jeunes. Donc, ça, c'est un gène qu'on retrouve aussi beaucoup, mais son importance est plus dans le mécanisme qu'on pense qui pourrait expliquer la maladie, puis je vais y revenir. Donc, juste retenir que Parkin est un autre gène là, qui est associé à la maladie de Parkinson. Et ce que vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit assez bien, mais donc, quand on a une absence de Parkin, à ce moment-là, c'est quelque chose qui pourrait favoriser
la malformation de l'alpha-synucléine et qui lui permettrait donc de s'agréger, de faire des amas et donc des corps de Lewis. Alors que quand elle est présente, à ce moment-là, l'alpha-synucléine peut être bien métabolisée par le mécanisme cellulaire et puis il n'y a pas d'accumulation à ce moment-là. Je vous présente aussi le LRRK2, LRRK2, qui est un autre gène, lui, qui a été découvert dans le coin du pays catalan. Son intérêt, on ne comprend pas encore exactement ce qu'il fait, mais ce qui est très intéressant cependant, c'est qu'il y a environ une quarantaine de % des gens qui ont la maladie de Parkinson qui viennent du nord de l'Afrique qui sont marqués par ce gène-là. Donc ça, c'est peut-être le gène le plus important, au moins dans cette population-là. Au Québec, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en fait, on n'a aucun de nos patients qui a été déjà lié avec ce marqueur génétique-là. Donc, propre à une population assez particulière. Cette diapositive-là montre un peu l'évolution de la maladie comme on peut la modéliser, si vous voulez. Et donc, grâce aux travaux auxquels j'ai fait référence, où on parle donc de marqueurs, on parlait ici des marqueurs au niveau du sommeil, au niveau de l'olfaction, de la dépression, constipation, etc. Donc, on parle d'un phénomène de prodrome, donc avant le diagnostic clinique. Grâce à des marqueurs autres maintenant, qui sont plus dans le niveau investigationnel, on a des indices peut-être qu'il y a des choses anormales qui pourraient se passer encore plus tôt, et avec les marqueurs génétiques, peut-être même dès la naissance. Et ça nous permet donc de commencer à regarder s'il y a des gens qui sont plus à risque de développer la maladie de Parkinson, et vous comprendrez que si on est capable d'intervenir ici ou même ici, on sera capable peut-être de retarder l'apparition de la maladie de plusieurs années, donc d'avoir un impact significatif sur l'évolution de la maladie. Donc, une fois le diagnostic fait, c'est une maladie qui est progressive sur plusieurs années. On parle d'évolution de 20, 25, 30 ans de maladie. Au début, donc, il ne cause pas de handicap. On peut avoir le diagnostic sans avoir de handicap. Avec l'évolution de la maladie, on peut commencer à avoir des problèmes qui vont nous amener à ce moment-là à commencer une thérapie. J'espère que vous avez tous ici entendu parler d'André Barbeau. André Barbeau, donc, c'est un neurologue de l'Université de Montréal qui a été un des co-découvreurs de la lévodopa. Donc, ça a été le premier miracle dans le traitement de la maladie de Parkinson. Donc, c'est quand on commence à avoir un handicap, c'est à ce moment-là qu'on va commencer les traitements à base de lévodopa, qui habituellement peuvent rendre les gens très fonctionnels, donc qui retrouvent leur normalité à peu près. Avec l'évolution de la maladie, on commence à avoir un changement dans notre réponse à la lévodopa, qui demeure toujours efficace, mais la réponse change un petit peu. On va parler de fluctuations complexes. Donc, les gens prennent leurs médicaments, sentent un bienfait, le bienfait dure un certain nombre d'heures, ça diminue, on reprend le médicament, et puis c'est un peu un système de yo-yo comme ça, mais qui est prédictible. Avec la maladie qui avance un peu plus, ces fluctuations-là deviennent moins prédictibles. Donc, on ne sait pas exactement quand est-ce que le médicament va faire effet après l'avoir pris, s'il va faire effet et combien de temps il va faire effet. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué et donc, les médicaments sont ne sont pas assez, si vous voulez, pour nous permettre de bien contrôler ça. Donc, ça, c'est un peu le type de médicament qu'on a. Donc, beaucoup de formulations à base de lévodopa. De la dopamine, si vous voulez, qui est synthétique, les agonistes dopaminergiques, donc des agents qui vont agir directement au niveau des récepteurs, et d'autres médicaments qui sont plus complémentaires à la lévodopa, et la chirurgie dont je vais vous parler un petit peu plus un peu plus tard. Donc ça, c'est juste un espèce de petit dessin pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. On ne peut pas donner de dopamine directement aux gens qui sont atteints avec la maladie de Parkinson parce que la dopamine ne passe pas une barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière virtuelle, si vous voulez, entre le sang périphérique et les cellules du cerveau. Sinon, tout ce qu'on aurait dans le sang passerait dans le cerveau, pourrait influencer les cellules et ce ne serait pas nécessairement quelque chose de joyeux. Donc, on doit utiliser un précurseur, la lévodopa, qui, elle, traverse la barrière hémato-encéphalique, se transformera en dopamine, qui pourra aller agir au niveau des récepteurs. Et on a des médicaments donc, qui agissent sur les
enzymes qui peuvent métaboliser soit la dopamine ou la lévodopa pour faire en sorte qu'il y ait plus de dopamine, que la dopamine agisse plus longtemps au niveau des récepteurs. Les agonistes dopaminergiques, ici, sont des molécules qui n'ont pas besoin de transformation, qui peuvent agir directement. Donc ça, c'est un peu un dessin pour vous montrer à quoi pourrait ressembler avec les fluctuations. Donc, quand on prend la lévodopa ici, on aura donc une bonne réponse qui va durer un certain temps. Pour redescendre ici, on va redevenir parkinsonien ici. On reprend notre médicament, on redevient bien confortable, à peu près normal, etc. Et ça continue comme ça. Ces fluctuations-là sont quelque chose de normal avec le traitement de la maladie. À peu près 10 % des gens par année d'évolution de la maladie vont développer ces fluctuations-là, ces dyskinésies. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je vous ai dit tout à l'heure que la maladie de Parkinson n'était pas seulement que des problèmes moteurs. Donc, quand les gens redeviennent parkinsoniens, donc dans leur fluctuation, on va retrouver encore une fois des symptomatologies qui ne sont pas nécessairement de type moteur. L'anxiété est quelque chose de très fréquent dans les périodes qu'on va appeler les périodes off. Donc, quand on a des fluctuations complexes, c'est à ce moment-là, comme je vous disais, qu'on doit penser à d'autres choses qu'à des médicaments par la bouche. Et une des premières options, c'est la chirurgie par stimulation des noyaux gris centraux, en particulier le noyau sous-thalamique. Donc, cette chirurgie-là s'adresse principalement aux gens qui ont des fluctuations importantes, qui sont résistantes aux approches pharmacologiques habituelles. Bien entendu, c'est des gens qui sont capables de passer à travers cette opération-là. Donc, au point de vue cognitif, ça nous prend des gens qui sont capables de passer à travers ça, qui ne sont pas hallucinés, qui ne sont pas déprimés. Habituellement, on aime les gens qui sont plutôt plus jeunes que plus âgés. On sait maintenant que les gens qui sont plus âgés ont tendance à bénéficier un petit peu moins de ce type de chirurgie-là, probablement à cause de problèmes de plasticité qui diminuent un peu avec l'âge. Donc, vous voyez ici un petit peu, je vous montrerai encore, mais il y a une petite électrode quelque part ici là, qui rentre dans le cerveau, qui est branchée avec un fil qui passe en dessous de la peau et branchée à une batterie. Tout ça est en dessous de la peau, une batterie qui ressemble un peu à un pacemaker. Donc, pourquoi on va faire ça? C'est qu'on a découvert que le noyau sous-thalamique qui est ici, quand les cellules de la substance noire sont dégradées, grâce à un réseau neuronal, le noyau sous-thalamique devient une structure qui devient hyperactive. Et en allant mettre une électrode au niveau du noyau sous-thalamique et en stimulant le noyau sous-thalamique d'une façon, une hyperstimulation, on est capable comme ça de l'endormir un peu et de ramener son activité à une activité normale, ce qui nous permet donc d'avoir une amélioration thérapeutique importante. Donc, je vous montre ici différentes photos. Ça, c'est donc l'équipe avec qui je travaille principalement à l'hôpital neurologique de Montréal. Donc, vous voyez, il y a un patient ici qui est sur la table d'opération avec des appareils pour enregistrer au point de vue électrophysiologique les cellules. Ici, vous avez des dessins où on détermine notre trajectoire pour aller se rendre donc dans le milieu du cerveau au niveau du noyau sous-thalamique. Donc, le noyau sous-thalamique est à peu près à ce niveau-ci, la substance noire juste en dessous ici. Donc, on a différentes techniques là, pour savoir quel est le meilleur chemin à prendre pour se rendre jusqu'au niveau du noyau sous-thalamique. Là, vous voyez ici la trace que laisse le petit rond ici, qui est la trace que laisse l'électrode une fois qu'elle est insérée. C'est bon? Oui, désolé pour ça. Il n'y a pas de problème. Donc, quand on descend, chaque structure a une signature particulière au point de vue électrophysiologique. C'est ce qui nous permet de savoir quand on est rendu exactement dans le noyau sous-thalamique. Et en stimulant aussi dans les structures limitrophes grâce à des micro-électrodes, on est capable de s'assurer que notre électrode est vraiment très, très bien placée, et qui est la chose la plus importante dans cette opération-là. Donc, vous voyez encore une fois là, des électrodes dans le milieu du cerveau avec le cadre stéréotactique qui nous permet de déterminer les coordonnées, si vous voulez, l'adresse du noyau sous-thalamique. Et vous voyez ici donc la petite batterie qui est sous la peau avec le fil qui monte pour aller rejoindre notre système. Donc, les bienfaits de cette chirurgie-là, ce que moi je considère comme étant le deuxième miracle dans la maladie de Parkinson,
bien, les gens peuvent avoir de façon, avant l'opération, environ un quart du temps où ils sont confortables. Et après l'opération, bien, on parle d'environ 75-80 % de temps confortable. Donc, c'est une amélioration majeure quand on sait qu'on n'est plus capable de rien faire avec la médication. Donc, ça résume à peu près ce que je vous ai dit là-dessus. Une autre des options qu'on a, c'est un nouveau système ou un nouveau système qu'on a ici depuis un peu récemment, qui est le système Duodopa, où on est capable maintenant d'aller mettre une pompe directement au niveau de l'estomac et de la glisser un tube jusqu'au niveau du jéjunum, l'endroit où est absorbé l'évodopa. Et donc, en faisant ça, bien, même chez les gens qui ont encore une fois des fluctuations assez complexes, on est capable de normaliser les choses d'une façon assez significative. Donc, c'est une autre option qui est intéressante, qui est donc efficace, qui est associée donc avec ces problèmes. Il ne faut pas transporter une petite pompe sur le côté. Il y a des risques aussi au niveau de l'opération parce qu'il faut faire un trou dans l'estomac, mais c'est une option qui peut être intéressante aussi pour certains patients. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Je pense que l'avenir nous réserve des choses très intéressantes. Nous sommes en ce moment en train de faire un protocole avec des bloqueurs calciques. Et c'est la première fois qu'on avance aussi loin que ça dans un traitement neuroprotecteur. Donc, les phases 2 ont montré des résultats intéressants. On est maintenant en phase 3. Donc, vraiment, on est rendu à une phase où on est en train de vraiment rechercher l'efficacité de ce traitement-là. On sait que dans le cerveau des gens qui ont la maladie de Parkinson, dans les cellules, il y a probablement un surplus cellulaire qui est fait par l'activité importante des cellules de la substance noire. Et en bloquant ce calcium-là, qui est en trop, on serait capable de protéger les cellules contre une dégénération. Donc, c'est un traitement qui est prometteur et qui est peut-être le premier sur la liste dans les choses qui vont venir. Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est la redécouverte des problèmes inflammatoires dans la maladie de Parkinson. Donc, on savait déjà depuis les années 90 que l'inflammation a probablement un rôle dans la maladie de Parkinson. On est devenu de plus en plus sophistiqué dans notre description de l'inflammation. Et je vous montre peut-être une diapositive ici qui vient d'un article publié par Diana Mathéoud, qui est une chercheure au CRCHUM, où elle montre en fait une interaction entre Parkin, vous vous rappelez le gène dont je vous ai parlé, donc qui serait important comme protéine qui présenterait les antigènes à l'intérieur de la cellule, donc qui pourrait donc, quand elle fonctionne mal, occasionner une réaction inflammatoire qui pourrait être à la base au moins d'une partie de la pathologie. Enfin, l'autre chose qui est très intéressante, c'est le développement de marqueurs pour les mauvaises protéines, donc l'alpha-synucléine, par exemple, dans la maladie de Parkinson, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a d'autres mauvaises protéines, comme l'amyloïde, les protéines tau, qu'on retrouve aussi dans le cerveau des gens avec la Parkinson, avec des proportions moindres que l'alpha-synucléine habituellement. Donc, on est à développer des marqueurs au niveau du liquide céphalorachidien, des marqueurs au niveau de l'imagerie cérébrale. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'une fois qu'on a développé ces marqueurs-là, bien, on est juste à un pas, et ce pas-là se franchit en ce moment, de développer des antigènes anti-mauvaises protéines, donc qui peuvent être utilisés comme traitement pour bloquer ces protéines-là, puis bloquer donc la progression de la maladie. Donc, je pense qu'on a des choses vraiment très intéressantes, là, et puis je vous laisse peut-être sur cette dernière image-là qui montre donc un travail qui a été fait avec un marqueur de l'alpha-synucléine. Donc, des choses vraiment qui sont très prometteuses pour les années à venir dans la maladie de Parkinson. Là-dessus, et puis j'ai fait exprès de ne pas parler de l'exercice parce qu'habituellement j'en parle toujours, mais comme il y a quelqu'un qui va vous entretenir de l'exercice pendant environ une demi-heure, j'ai laissé à Mme Lagana le plaisir de vous en parler. Donc, je vais vraiment parler de
qu'est-ce que cette maladie a comme impact sur le fonctionnement quotidien, sur comment la personne se retrouve au jour le jour. Donc, c'est une maladie qui a un impact surtout sur le mouvement automatique. Donc, ce n'est pas quand on veut bouger, c'est quand les choses habituelles qu'on y fait sans penser, c'est là que la maladie touche la personne. Donc, c'est manger, écrire, parler, courir, etc. C'est les choses qui sont affectées le plus par la maladie. C'est tous des mouvements, des actions qui deviennent lentes, difficiles à faire, des fois impossibles selon le moment. Et pour pallier à ça, la personne qui a Parkinson doit y penser. Donc, elle doit faire un effort vraiment de concentration, d'attention pour réussir à avancer, à s'élever, à écrire, à faire des choses. Donc, ça devient difficile, ça devient épuisant. Aussi, notre difficulté, c'est qu'on n'arrive plus à faire deux choses en même temps. Exemple, marcher et parler, ça devient de plus en plus difficile. Il faut arrêter une des deux pour réussir à être fonctionnel. Okay. Alors, comment la personne qui a le Parkinson voit sa vie? Donc, il faut vraiment, comme on a vu, une constante adaptation aux pertes qui graduellement s'imposent avec les années. Et puis, il y a toutes les incapacités qui s'amènent avec la progression de la maladie. Aussi, c'est cette réponse, comme on a vu, fluctuante et imprévisible à la médication qui fait que si on s'attend que la journée soit bonne et puis elle ne l'est pas parce que pour une raison qu'on ne sait pas trop, la médication ne fait pas effet. Alors, bon, on a vu différents traitements. Bon, la médication, bon, je reviendrai par là-dessus, c'est essentiel. Il y a la chirurgie et il y a une petite case exercice qui deviennent de plus en plus importantes. Okay? On va voir un petit peu qu'est-ce que la recherche dit sur l'exercice. Est-ce qu'ils vont réussir à ralentir la maladie? Est-ce qu'ils permettent de fonctionner mieux, plus longtemps? Et quoi faire, puis comment faire, par quoi commencer. Donc, je vais essayer de vous donner des pistes. Okay? Je n'ai pas directement l'expérience si ça marche. Je vois un petit peu que ça marche dans les patients plus jeunes, plus enfants. Donc, il y a le bénéfice de l'exercice, je pense, on entend parler tous les jours, sont de plus en plus prouvés. Elle a un impact sur la cognition. Donc, il y a ici au centre de recherche des gens qui font vraiment la relation entre l'exercice et l'amélioration de la cognition. Il a un impact sur l'ostéoporose, sur les problèmes cardiaques, sur la dépression, sur le sommeil, sur la constipation, la fatigue. Donc, c'est vraiment comme une pilule miracle, okay? C'est bon pour tout. Alors, pour ce qui concerne le Parkinson, en général, une personne qui a le Parkinson est 30% moins active que celle du même âge qui n'a pas la maladie. Évidemment, ça va de soi, c'est plus difficile. Les conseils généraux, bon, c'est réduire le temps assis, essayer de marcher au lieu de conduire quand c'est de courtes distances, faire les escaliers au lieu de l'ascenseur, etc. Les conseils généraux, 150 minutes d'exercice par semaine, donc c'est pas énorme, c'est une demi-heure, puis la fin de semaine, on a congé. Varier les exercices, okay? Il n'y a pas de recette magique, tous les exercices peuvent être bons. On va voir un petit peu lesquels peuvent convenir les mieux. Et aussi les intégrer dans la vie de tous les jours. C'est quand on est à la maison, on fait les tâches dans la cuisine, dans le ménage, etc. Essayer de faire transformer ça en exercice. Il faut choisir des activités qu'on aime. C'est parce que si je vous conseille à quelqu'un la natation, puis il n'a jamais nagé de sa vie, ben, il n'ira pas souvent. Parce que c'est quelque chose de ce qu'on n'est pas habitué. Donc, faire une activité que vous aimez, puis la continuer tant que la maladie le permet, ou quelque chose qui ressemble à ça. Groupe d'exercice, exemple, le groupe Parkinson, donc groupe d'exercice spécifique pour les personnes qui ont la maladie, ben, c'est mieux. C'est mieux parce qu'on voit d'autres personnes qui vivent le même problème, qui trouvent des solutions, qui ont des idées innovatives, qui ont des idées vraiment simples mais géniales qui peuvent aider tout le monde. Et les exercices, on les fait quand on est le mieux. Ce n'est pas le jour où la médication ne fait pas d'effet qu'il faut courir, marcher. On attend que ça aille mieux, puis on en profite ce jour-là. Et, bon, évidemment, s'il y a des problèmes cardiaques ou autre chose, mais on demande l'avis du médecin pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Alors, quel type d'exercice? Là, je fais un petit peu une révision de qu'est-ce que la recherche surtout conseille. On a d'abord des exercices préventifs.
Ça veut dire qu'on peut le faire quand on est en santé, mais aussi à faire vraiment au début de la maladie, parce que c'est des exercices, des activités qui anticipent les difficultés qu'on voit après avec les années de pathologie. Donc, c'est des exercices, des activités où les mouvements sont complexes, okay? Donc des choses compliquées, qui englobent plusieurs parties du corps en même temps, okay? Et puis qui sont très globaux. Exemple, on va le voir, ils permettent donc d'augmenter la réserve d'habilité. Okay? On sait que le Parkinson nous rend faire deux choses en même temps difficile. Ben, dans ces exercices, quand on est encore capable, on en profite pour être mieux, pour être encore plus de réserve. Donc, la maladie, ça prendra un peu plus de temps à avoir un impact. Donc, exemple, le tai chi, la boxe, l'escrime, okay? Là, j'en ai mis ceux qui sont plus étudiés, mais beaucoup d'autres sports ou activités sont aussi bonnes que celles-là. Pourquoi le tai chi, par exemple? Okay? J'en parle de quelques-uns. Le tai chi, c'est vraiment des séquences de mouvements très complexes. Donc, il y a la tête, il y a les bras, il y a les jambes, qui en même temps doivent faire des postures, d'équilibre, des mouvements lents, mais qui s'enchaînent. Donc, ça, c'est très bon, parce que les personnes qui ont la maladie de Parkinson, ces choses-là deviennent de plus en plus limitées, de plus en plus difficiles. Ensuite, est-ce que les exercices peuvent prévenir ou retarder l'incapacité motrice qui vient avec la maladie? Okay, ça, c'est tout un filon de la recherche qui, à partir de 2010, a découvert sur des souris à l'époque, okay, qui est une période intensive d'exercice. Donc, ce n'est pas juste marcher, c'est vraiment cardiovasculaire. Il faut transpirer, il faut que le cœur batte vite. Il y a une augmentation, une synthèse de dopamine, et on retrouve les dopamines dans les zones qui ont été touchées par la maladie, donc où normalement elle disparaît. Et aussi, de nouvelles cellules cérébrales sont apparues, donc très prometteuses. Okay. Et à partir de ce moment, la recherche dans ce domaine a vraiment explosé et maintenant, on ne compte plus les articles qu'il y a dessus. Donc, pour ce faire, il faut commencer par des exercices aérobiques, quand on peut. Okay. Ce n'est pas quand on a Parkinson depuis 15 ans, comme les patients qu'on traite ici, ne peuvent plus faire ce niveau d'intensité d'exercice, parce qu'ils sont plus capables, c'est au début, c'est quand le médecin annonce la maladie, que là, on peut faire n'importe quoi comme exercice, donc c'est le moment d'en profiter. Donc, tapis roulant, bicyclette, la réalité virtuelle qui s'en vient de plus en plus, entraînement forcé assisté, la boxe, on va regarder quelques-uns de ceux-là. Et combien en faire? Donc, il y a un dosage qui serait requis pour que vraiment ça ait un impact sur la maladie. Donc, c'est au stade initial de la maladie, okay, il y a 5 stades. Donc, le stade 1 et 2, c'est le début. Vraiment le début quand les symptômes sont présents, mais ils ne sont pas trop incapacitants. Il faut un programme haute intensité. Donc, vraiment maximiser les habiletés, il faut que ça demande un effort cardiovasculaire. Exemple, des cycles assez longs, vous voyez, 12-24 semaines. Évidemment, si possible, les continuer tout le temps, mais on peut faire des cycles, un petit repos, puis recommencer, des 3 fois semaine, 1 heure à la fois. Donc, c'est quand même assez demandant. Si la maladie est déjà bien installée un peu plus tard, évidemment, on bénéficie toujours de l'exercice. On cible d'autres objectifs. Alors, on va chercher à augmenter la flexibilité, la force au niveau des membres inférieurs puis les cardiovasculaires. On n'aura pas de résultats aussi spectaculaires qu'on pourrait l'avoir au début de la maladie. Donc, on va travailler vraiment au niveau fonctionnel, sur l'équilibre, sur la marche. Et les sessions devraient être plus longues. En effet, ils devraient être tout le temps. Donc, 18 à 24 semaines au lieu de 12. Et la fréquence reste la même. Si vous pouvez le faire plus que 3 fois semaine, c'est encore mieux. Alors, le tapis roulant, okay, pourquoi? La littérature est riche du tapis roulant, évidemment. C'est plus facile dans un centre de recherche faire courir les gens sur un tapis que sur une route. Mais okay, c'est un bon stimuli. C'est le stimuli qui est vraiment efficace parce que ça favorise la souplesse, la force des membres inférieurs, la circulation, ça fait travailler le cœur, donc ça fait plusieurs choses.
Les personnes aiment faire ça, sont contentes. On a du feedback, on sait combien de kilomètres on a fait, combien le cœur bat vite, etc. Et aussi, ça améliore les fonctions cognitives. Bon, qu'est-ce qu'on suggère pour quelqu'un qui a le Parkinson? Donc, faire la physiothérapie habituelle, ce n'est pas remplacer une chose par une autre, et au moins 3 fois par semaine, 20-30 minutes de tapis roulant. Pourquoi ça marche? Donc, c'est un stimuli, les tapis roulants, la courroie qui tourne, ça oblige la personne à garder le rythme. Donc, on ne peut pas se distraire puis s'arrêter ou dire je suis fatigué. La courroie entraîne la marche et on n'a pas l'épuisement du mouvement, c'est qu'on pourrait observer quand on marche avec le Parkinson. On est moins distrait par l'environnement, donc le rythme se maintient, la vitesse est constante. Et le rythme est imposé par l'extérieur. On ne peut pas dire aujourd'hui ça ne me tente pas, bon, on peut toujours diminuer la vitesse, mais en général, si on a cet objectif cardiovasculaire, ben, on contrôle la vitesse, on est obligé de le faire pendant les 20 minutes. Okay. L'équilibre, il n'est pas dangereux parce qu'on se tient aux mains courantes dans les tapis, donc on risque moins de tomber que si on courait dehors. Il y a la danse qui est très bonne aussi, parce que là aussi, séquence de mouvements très complexes. Okay? Il y a des pas avant, arrière, de côté. Okay? Il y a des rotations, le rythme, le tempo changent. Et il y a cette musique qui donne un stimuli facilitateur au cerveau pour qu'on puisse suivre le rythme. Okay? C'est plus facile de marcher même quand on a Parkinson si on écoute musique rythmée que sans musique. Bon, dans les recherches, j'utilise le tango. Je ne sais pas pour quelle raison c'est la plus utilisée, mais n'importe quelle danse peut faire l'affaire. La bicyclette, okay, la bicyclette aussi, c'est une bonne affaire. Donc, pourquoi? Parce que pédaler, okay, on a ce stimuli que les pédales nous donnent. Okay, ils stimulent le cerveau et le corps en entier de partir, garder un rythme de pédalage. Okay? Puis les pédales, comme ils ont, c'est le rétropédalage, il y a une partie qui est passive, donc le mouvement se fait automatiquement, ce que notre cerveau parkinsonien n'est plus capable de faire. Okay? Quand on a Parkinson, c'est initier un mouvement, changer la direction qui devient difficile. Aussi, les forces, c'est que les pédales transmettent aux pieds, donc le contact des pieds sur les pédales pourrait aider, donner des stimuli au cerveau pour déclencher le mouvement, tel que la musique peut faire, c'est le même principe. Alors on se dit, bon, si on doit choisir marcher, pédaler, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a des points communs, donc la stimulation des fibres nerveuses au niveau des jambes, c'est à peu près pareil, et l'ajustement nécessaire en finesse du mouvement, c'est à peu près la même chose. Donc, on sait qu'est-ce qui s'en va venir, on garde le rythme. Il y a des différences. La coordination est plus facile avec la bicyclette que les tapis roulants, parce qu'on est quand même assis, il y a moins de choses à contrôler. La mise en charge sur la bicyclette est moins importante que si on est debout sur un tapis. Donc, si jamais il y a des douleurs, des problèmes au niveau des jambes, c'est le meilleur choix. La bicyclette, par contre, demande plus d'équilibre en latéral. Okay? Donc, si on a tendance à perdre l'équilibre à droite à gauche, mais la bicyclette, c'est plus dangereux. Et la marche, c'est le contraire, ça demande d'être stable plus en antero-postérieur. Voilà. Et bon, quelle bicyclette? Alors, ça, c'est vraiment de l'expérience à côtoyer des patients parkinsoniens. On a la bicyclette normale, tant qu'on est capable de faire. On a, ça c'est vraiment une bicyclette à moteur, c'est vraiment un patient qui disait qu'il adorait faire la bicyclette, il faisait des kilomètres, mais à un moment donné, soit qu'il devenait off, soit qu'il était épuisé, il n'était plus capable de revenir, il fallait qu'il téléphone à quelqu'un qui vienne le chercher. Donc avec la bicyclette à moteur, quand il n'en peut plus, il met le moteur puis il retourne chez lui. Ou le tandem, donc on a toujours un accompagnateur, je reviendrai là-dessus. Donc, si vraiment on est fatigué, on fait pédaler l'autre personne qui est avec nous. Ensuite, la boxe. Bon, je pense que maintenant, c'est très à la mode, la boxe tout d'un coup. Okay, ça aussi, c'est très bon parce que c'est des mouvements brusques, intenses de toutes les parties du corps. On saute, on recule, on va à droite, on va à gauche. On fait des mouvements différents, les jambes et les bras. Donc, mouvements très complexes. Et dans des recherches, ça a été très efficace. Il faut continuer longtemps. On ne peut pas y aller un mois
puis dire, bon, là, j'ai fait mon devoir et le faire. Donc, il faut y aller, ça a l'air efficace. Et même pour les personnes qui sont en stade avancé, moi-même, je l'ai vu à des congrès Parkinson, ils ont fait vraiment un ring de boxe. Et puis, ça transforme les gens. C'est vraiment, il y a la musique, il y a l'entraîneur qui aide. Donc, tout ceci fait que les mouvements vraiment se réveillent. OK, on revient sur le tandem un petit peu. Entraînement, techniquement, ça s'appelle l'entraînement forcé assisté. C'est vraiment une observation fortuite d'un patient parkinsonien qui pédalait avec un collègue médecin. Et puis, après un certain 20-30 km, ils se sont rendus compte que celui qui avait Parkinson, il était beaucoup mieux qu'avant de partir en bicyclette. Donc, ça a développé ces stratégies. Bon, il a fait des choses plus sophistiquées, mais avec cette bicyclette tandem, c'est posé sur un tapis roulant, ça permet de contrôler un petit peu. Actuellement, ils ont inventé des machines un peu plus modernes, où tout ça se fait automatiquement. On a un petit écran comme des télés où il y a du feedback. On voit une route, on voit un trafic, une voiture, des choses, et on peut suivre ça. Donc, la personne qui a Parkinson est obligée de suivre ce rythme. Donc, il n'y a pas de blocage au niveau du cerveau, du mouvement. C'est le débuter un mouvement qui est difficile. Comme là, on est entraîné. Si on a un moment off, la machine part, elle, toute seule, ça nous réactive les mouvements. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, c'est ça c'est l'intensité, on l'a dit. Donc, là, le docteur Panissi me pardonnera, mais dans les recherches, ils disent que c'est le résultat quand on fait de l'entraînement forcé intensif, on peut avoir le même résultat qu'avec la chirurgie dont on parlait. Donc, si on peut éviter ça, ou pour ceux qui ne sont pas candidats, on a une alternative. Je vous parle un petit peu de mon quotidien, donc la physiothérapie. Quand est-ce qu'on va aller voir un physiothérapeute si on a Parkinson? Actuellement, jusqu'à maintenant, ou en tout cas jusqu'à récemment, les neurologues réfèrent les personnes en physiothérapie quand ils commencent à avoir des gros problèmes, donc des chutes, des problèmes d'équilibre, etc. Donc, un stade de 3 sur 5 dans la maladie. Donc, quand les patients sont à risque de tomber et il y a un problème d'équilibre. Mais l'idéal, ce ne serait pas ça. Donc, normalement, ça commence à faire dans les cliniques de troubles de mouvement, dès qu'il y a la maladie et commence à s'installer, on réfère un physiothérapeute, pas vraiment pour suivre des traitements 3 fois par semaine, mais aussi pour avoir des conseils sur l'activité physique, ou bien on y va quand ça devient difficile de faire l'activité physique qu'on fait déjà. Si on est, comme on disait, la bicyclette, à un moment donné, on commence à se sentir moins solide, on peut avoir un conseil, qu'est-ce qu'on va faire à la place? Quand il y a du freezing, ralentissement important, des chutes, là, c'est le moment vraiment d'aller voir les spécialistes de ça. Et quand, plus tard, c'est quand on a de la difficulté à se lever, à se coucher dans le lit, on est là pour ça. Et s'il y a de la douleur, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on fait en physiothérapie? On s'occupe des stratégies, donc faciliter les mouvements, faire des exercices, puis assurer l'autonomie et la sécurité. Donc, on a différents objectifs qu'on peut avoir. Le plus important, je pense, qu'on n'a pas fait depuis longtemps, on commence à le faire maintenant, c'est vraiment enseigner comment bouger facilement, comment passer par-dessus la maladie. Il y a des stratégies qui permettent pour un bon nombre d'années de bypasser, si on veut, les noyaux gris centraux où la maladie bloque les mouvements. Il y a des stratégies compensatoires puis des stratégies d'apprentissage. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc, on traite aussi les séquelles. Quand il y a un problème, on essaie de le résoudre et promouvoir l'activité physique. Comment bouger le plus facilement? Ça, c'est vraiment le secret de la réussite quand on a la maladie Parkinson. Donc, on sait mouvement plus lent, plus difficile, il y a la rigidité, il y a perte de souplesse, mais il faut y penser. C'est sûr que quand la personne y pense, ça fait l'effort, elle arrive à bouger, mais on ne peut pas y penser 24 heures sur 24 à comment bouger. Alors, ce n'est pas que l'habilité, on n'a pas un problème de force, de mouvement au niveau des épaules et des jambes, c'est le problème d'activation. C'est-à-dire, le cerveau donne l'ordre à la jambe d'avancer,
l'ordre ne se rend pas parce qu'elle passe par les noyaux gris centraux qui sont atteints par la maladie. Donc, il faut faire appel à des zones qui ne sont pas trop touchées, telles que l'attention, mouvement volontaire, on a dit qu'il faut y penser, il faut se concentrer. Et donc, c'est des zones qui passent par le cortex et des zones qui restent intactes longtemps dans l'évolution de la pathologie. Comment on fait ça? Donc, exemple, il y a la visualisation. Bon, ça, c'est plus les jeunes, c'est patients plus jeunes qui ont été habitués à visualiser. Donc, on s'imagine en train d'aller d'un point A à un point B et puis on planifie comment s'y rendre. Répétition du mouvement souhaité avant de faire, c'est-à-dire dire je dois me lever, mettre les mains sur la chaise, puis pousser en avant et partir. On peut découper quand c'est encore plus difficile, penser une seule chose à la fois. Si on veut se lever, on pense je dois m'avancer sur la chaise, pas penser je dois me rendre à la porte parce qu'il y a beaucoup d'étapes entre la chaise et la porte. Il se peut qu'on a des problèmes à chacune de ces étapes. Donc une chose à la fois. On peut se mettre des instructions ou des indices, soit sur le plancher, sur la chaise, sur la marchette, selon où est-ce qu'on est dans les points de l'évolution. Et répéter à haute voix. Je vais faire des grands pas, des longs pas. Okay? Vraiment donner des ordres clairs au cerveau sur ce qu'il doit faire. Utiliser des indices externes. Je vais voir qu'est-ce que c'est les indices externes. C'est des activités simples qui déclenchent le mouvement. C'est-à-dire, on dit, ça arrive souvent, c'est qu'on dit à nos clients parkinsoniens, levez-vous, puis il n'y a rien qui se passe. La personne n'arrive pas, ou elle fait quelques gestes, puis ça reste bloqué. Ce n'est pas qu'elle n'a pas entendu, c'est qu'elle n'arrive pas à déclencher ce mouvement. Donc, on donne des cues, on donne des indices qui permettent de donner cet ordre par un autre chemin. Donc, cet autre chemin, il n'a pas touché par la maladie et ça marche. Okay? Donc, il remplace ce mécanisme interne qui est devenu défectueux avec la maladie. Exemple, okay? Alors on peut donner des ordres auditifs. 1, 2, 3, go. Okay? Bon, au début, c'est la physio qui le donne, après, la personne se la donne lui-même. Si ça fonctionne, 1, 2, 3, go, ben, ça déclenche le mouvement parce que ça rentre par une autre voie. Visuel, donc c'est ici vous voyez des chaussures avec un laser qui fait que le laser projette une ligne en avant et on se donne comme consigne pas de marcher mais d'aller écraser la ligne. Donc le cerveau se concentre sur quelque chose de volontaire, écraser la ligne et puis ça, le mouvement il part. Il y a des cannes avec un laser, donc la canne projette une lumière et on enseigne à la personne à aller peser sur le piler sur la lumière, donc écraser la lumière. On a la marchette, là, le top des tops, où il y a tout dedans. Donc, il y a les lasers qui se projettent, il y a les rythmes, c'est un bip, bip qui fait qu'on doit suivre la cadence. Ça peut être un métronome. Et puis, il y a tout, c'est juste l'imagination qui est la limite, parce que on peut faire des traces sur le sol et ainsi de suite. On peut, si quelqu'un a une marchette, nous on met un ruban sur la marchette et on enseigne à la personne d'aller toucher le ruban. Pas de forcer à marcher, mais donner un coup de genou dans le ruban. Et la personne se concentre sur quelque chose de vraiment attentionnel et il arrive à fonctionner avec ça. Donc ça, c'est le message vraiment de trouver vraiment des choses pour s'aider, de faire beaucoup d'exercices, peu importe la phase de la maladie où la personne est rendue, ça fait toujours du bien. Okay? Donc, c'est essentiel, aussi essentiel que la médication. Évidemment, si on commence le plus tôt possible, qu'on permet de retarder ou de se faire une réserve d'habilité, si on est sédentaire puis on attrape la maladie Parkinson, ben, on n'est pas bien prémuni contre ça. Et donc, faire face à la maladie avec cet exercice. Voilà. Merci beaucoup.